On a cette conception, cette idée que la perte de poids, si tu veux perdre du poids, tu vas devoir souffrir le martyre. Une femme à peu près 60 ans, pas très grande, et qui est sédentaire, on va avoir du coup une dépense énergétique qui va être très faible. Et ces personnes-là, quand elles sont en surpoids, c'est très compliqué de perdre du poids, parce que du coup, il faut essayer d'être en déficit, et comme elles se dépensent très peu, il faut qu'elles mangent très peu pour perdre du poids. Ça va être dur pour elles, et en plus, ça va être dur beaucoup plus longtemps. Il y a souvent cette méconnaissance entre l'aliment qui est bon pour la santé et l'aliment qui est hypocalorique. C'est pour ça que je pense que la dimension d'éducation notamment est super importante et de devenir finalement, moi j'aime bien dire, acteur de son alimentation. On sait que ça c'est souvent un phénomène quand même qui aggrave le niveau de santé parce que à chaque mouvement du yo-yo où on a pris du poids, on a gagné en graisse, on a perdu du poids, souvent il y a un petit peu de muscle quand même qui est sacrifié et à chaque fois il y a un déficit qui se creuse avec de plus en plus de graisse, de moins en moins de muscles. Peut-être qu'on pèse le même poids mais la composition corporelle n'est plus la même. Ce qui peut même être de façon contre-intuitive encore pire en fait que de ne pas avoir perdu de poids. C'est le gros problème de tout ce syndrome métabolique, donc hypertension, hypercholestérolémie, diabète, c'est induit par le fait d'être en surpoids, mais il n'y a pas d'effet à court terme. Il n'y a pas d'effet à court terme, pourtant les effets délétères, qui sont au début silencieux, ils arrivent dès le début. C'est une composante sous-estimée à mon sens. Est-ce que maintenir cette perfection, est-ce que respecter le plan alimentaire scrupuleusement, notamment s'il est trop strict, va pas faire peser un poids trop important sur la personne? La sensation de faim est une sensation qui est typiquement crainte. Il faut bien comprendre que notre corps, lui, tout ce qu'il veut, c'est emmagasiner des réserves. Il veut avoir le plus de graisse possible parce que pour lui, on vit encore dans cet environnement à l'extérieur, dangereux, où une famine est quelque chose de potentiellement qui peut arriver, et donc lui, il veut se protéger au maximum. Mais cette sensation de faim, au cours d'un déficit énergétique, il est normal qu'elle augmente. C'est un petit peu comme un mécanisme de survie, entre guillemets, mais qui n'est pas à craindre, qui est normal, qui est là pour nous alerter qu'il y a un changement qui se produit et qu'en fait, le corps, il va essayer de lutter contre ce changement. Moi, je trouve que d'un point de vue éducatif, c'est quand même très puissant. Beaucoup de personnes veulent perdre du poids pour un objectif visuel, pour atteindre un certain niveau de physique. Toi, tu mets en garde contre ce type d'objectif. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas rare de vouloir, d'avoir une aspiration à atteindre un certain physique, pour différentes raisons, et puis ensuite propres à chacune, mais notamment de par des pressions, je pense, sociétales, notamment qui induisent la volonté de changer physiquement. Et je pense que beaucoup de personnes font une forme d'erreur d'attribution, finalement, en se disant, si je change physiquement, je vais me sentir mieux. Mieux dans mon corps, je vais avoir une meilleure, par exemple, estime de moi-même, me sentir plus confiant. Et donc, on part avec la croyance que changer physiquement, un certain changement physique induirait un certain changement, notamment en termes de comment toi tu te sens à l'intérieur. Maintenant, est-ce que c'est nécessairement le cas? Tant que l'on n'a pas changé physiquement, on peut pas on peut pas le dire finalement, on peut pas dire ce qui est avant que la chose se soit produite. Cependant, ce dont on se rend compte, et notamment ce que certaines études scientifiques, le consensus scientifique actuel met en avant, c'est que un changement physique n'induit pas forcément en tant que tel justement l'effet espéré, donc notamment en termes de ressenti, en termes d'image corporelle. Et je pense que de nombreuses personnes ne font pas forcément le distinguo entre image corporelle, qui correspond finalement à une perception, à un ressenti interne de comment toi tu te sens dans ton corps, et composition corporelle, ou la façon dont ton corps, vraiment, ce à quoi il ressemble dans la réalité. Et quelque chose de très subjectif et quelque chose de très objectif. C'est ça, c'est ça. L'image corporelle, c'est un ressenti interne qui est relativement dissocié, en fait, de ton apparence physique réelle. Dans le sens où tu peux te sentir relativement bien dans ton corps à un moment donné, et 5 minutes après, finalement, parce que tu aurais vu une photo, parce que tu te serais regardé dans le miroir, parce que tu aurais mangé quelque chose, te sentir différemment. Donc l'image corporelle, elle fluctue sur le relativement court terme. Donc par exemple, si tu as mangé quelque chose, que tu te sens ballonné, peut-être que ça va induire le sentiment de « Ah, je me sens ballonné, j'ai l'impression d'avoir pris du poids », par exemple. Quand bien même ce serait pas réellement le cas, c'est la sensation que toi tu vas ressentir. Et après, elle peut varier sur une durée un petit peu plus longue, et finalement créer cette forme d'image corporelle en tant que telle qu'on l'entend, dans le sens où c'est je me sens bien versus je ne me sens pas bien dans mon corps. Donc c'est un état un peu plus prolongé,
et qui peut avoir finalement des répercussions sur la façon dont on agit au quotidien. Au sens où si je me sens pas bien dans mon corps, je vais peut-être m'empêcher de faire certaines choses, de mettre certaines tenues, de prendre part à certaines activités parce que je me sentirais pas bien dans mon corps. Et j'aurais l'impression que pour me sentir mieux dans mon corps, j'aurais besoin en fait de changer physiquement. Et ce qui est intéressant, je pense, de se demander, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette impression ? Parce que finalement, si on a cette impression, c'est qu'elle provient de quelque part. Elle provient probablement du fait que peut-être, et puis ça va être propre à l'expérience de chacun, mais que tu as été confronté à des remarques, à des critiques par rapport à ton physique, et donc c'est pas agréable, c'est quelque chose de désagréable, et donc la pensée que je n'aurais plus de remarques, je n'aurais plus de critiques si je changeais physiquement. Quand bien même ce serait pas forcément le cas. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est que quand on a la croyance qu'on se sentira mieux, si on changeait physiquement, en tant que tel, peut-être qu'on pourrait se sentir mieux, mais que ce ne serait pas forcément le changement physique lui-même qui induirait en fait ce sentiment. Ce serait peut-être le fait que finalement j'ai changé certaines habitudes alimentaires, je suis plus actif, et finalement je me sens peut-être plus en meilleure santé, entre guillemets. Je me sens plus... C'est un grand sujet, la perte de poids pour améliorer la santé. Ça aussi c'est un grand sujet. Mais ça pourrait être cela. Donc des effets finalement, donc il y aurait une perte de poids, mais qu'est-ce qui aurait causé finalement en tant que tel le fait que je me sente mieux ? Tu vois, après il y a peut-être aussi un mix un peu de différents facteurs, mais du coup quelle est l'ampleur de l'implication du changement physique ? Il pourrait aussi y avoir le fait qu'effectivement, sur le court terme, je vais recevoir peut-être certains compliments liés au fait que j'ai perdu du poids. C'est relativement typique finalement de complimenter quelqu'un qui a perdu du poids, qui a changé physiquement. Quand bien même de l'extérieur, on peut pas savoir si finalement cette personne elle a perdu du poids parce que elle a été malade, parce que X ou Y raisons qui sont pas forcément si positives que ça, mais on va valoriser cette perte de poids de manière générale, et donc effectivement le fait d'être complimenté, quelle que soit la chose, ça va générer un sentiment positif. On va être content de recevoir des compliments. Je pense que c'est humain, c'est normal. Et maintenant ça va peut-être du coup nous donner l'impression que ce qu'on aurait fait, que le changement physique serait une bonne chose. Mais est-ce que finalement c'est stable en termes de confiance en soi, par exemple? Est-ce que le fait d'avoir changé physiquement est vraiment ce qui me permet, moi, par exemple, d'obtenir ce que moi je recherchais? Par exemple, une meilleure estime de moi, de réellement me sentir mieux tel que je l'entendais. Toi, sur les gens que tu accompagnes, t'as quoi comme retour? Parce que je suppose que, y a beaucoup de gens qui sont mal dans leur peau quand ils sont en surpoids. Du coup, je pense qu'effectivement, dans les attentes principales, dans les objectifs principaux, il y a une amélioration du physique qui va être liée ou indépendante, mais qui peut être liée effectivement à une meilleure estime de soi, et il y a la volonté aussi d'améliorer sa santé. Je pense que c'est les 3 principaux objectifs qui motivent souvent à perdre du poids. Et du coup, est-ce que quand tu t'accompagnes une personne qu'elle perd du poids, est-ce que, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, du coup, est-ce que tu as l'impression que ça lui redonne confiance en elle ? C'est hyper variable, et je pense que ce qui est important à prendre en compte, c'est notamment la différence. Et puis parfois, la ligne est assez fine, parce que à quel moment est-ce qu'on détermine justement que quelqu'un a besoin de perdre du poids, entre guillemets, pour améliorer sa santé. Et du coup, quand on parle de santé, je pense qu'il est important de se poser la question de quel marqueur de santé est-ce que l'on parle. Est-ce que l'on parle, par exemple, du risque de diminution de certaines maladies cardiovasculaires? Est-ce qu'on parle de certaines composantes liées à la santé mentale? Donc, quand on parle de la... Il y a des personnes, en fait, effectivement, peut-être qu'elles sont en surpoids, donc peut-être qu'elles ont des complications liées à un syndrome métabolique, à des choses comme ça, qui sont liées à l'excès de graisse, pour faire simple. Mais par contre, peut-être qu'elles sont très bien dans leur tête, que leur santé psychique va très bien. C'est ça. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui réagissent pas forcément bien à de la perte de poids, à des régimes, à des choses comme ça. Et oui, elles vont réussir, ou pas d'ailleurs, à perdre du poids, donc potentiellement à essayer d'améliorer leur santé physique, mais ça va mettre une charge sur leur santé psychologique, sur leur santé mentale, qui sera important. Et au final, on peut se questionner, en ayant gagné d'un côté et perdu de l'autre, est-ce qu'on a amélioré la santé globale de la personne ? C'est ça. C'est ça, et je pense que c'est une question que l'on ne se pose pas suffisamment. Finalement, quels sont les coûts potentiellement impliqués liés au fait de mettre en place une intervention pour perdre du poids ? Parce qu'il y a certains coûts associés de manière générale, et ensuite selon le contexte individuel.
Et si on se pose pas cette question, finalement, il est possible que même si sur le papier, ça pourrait, une perte de poids de X% par exemple par rapport au poids de l'individu, pourrait induire certains effets positifs, si on prend pas en compte le fait que la santé c'est multifactoriel, que peut-être ce poids, elle parviendra à le perdre, mais à quel prix finalement, quels seraient les risques, c'est ça, les sacrifices et les avantages, les risques associés à la perte de poids. Finalement, on peut se poser la question, est-ce que perdre du poids en tant que tel serait judicieux ou non? Et donc je pense que c'est important finalement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, de se demander donc pourquoi est-ce que la personne elle cherche à perdre du poids, quels pourraient être les bénéfices et quels pourraient être les risques associés au fait de mettre en place effectivement une intervention dans la volonté de perdre du poids, et distinguer cela d'un objectif purement physique, où il n'y aurait pas réellement besoin, entre guillemets, de perdre du poids d'un point de vue de certains marqueurs de santé. Et donc c'est un objectif plus esthétique. Et je pense que c'est notamment là où la question devient d'autant plus pertinente, en fait, s'agissant de l'objectif physique. Dans le sens, tu vois, ça va être l'objectif, avoir des tablettes de chocolat visibles. Voilà. Ça, c'est revenu assez fréquemment dans mes questionnaires de début de suivi récemment. Et en fait, c'est se demander, mais qu'est-ce que je recherche à travers cet objectif? Est-ce que j'espère maintenir le fait d'avoir des tablettes de chocolat visibles en l'occurrence? Est-ce que c'est quelque chose de réaliste pour moi? Est-ce que je me rends compte des coûts potentiellement associés? Est-ce que je suis prêt à faire... Parce que pour avoir des tablettes de chocolat, il faut deux choses. Il faut un muscle des abdominaux, le grand droit de l'abdomen suffisamment musclé, suffisamment hypertrophié. Il faut un pourcentage de masse grasse suffisamment faible. Donc il faut un muscle développé et peu de graisse pour qu'on puisse voir le muscle dessous. Ouais. Mais est-ce qu'on est prêt et à muscler le muscle et à perdre la graisse pour qu'on voit le muscle? C'est ça. Et à, sur la durée, entre guillemets, maintenir justement ce qui permet de conserver cette apparence. Sachant que quand on parle de maintenance d'un certain physique, c'est assez vicieux, je trouve, parce que le physique, la corpulence, il évolue. Il évolue au cours de notre vie. On peut avoir un certain contrôle dessus, et je pense que c'est important, globalement, de savoir comment gérer sa corpulence, notamment son poids, d'une manière qui est saine pour nous, mais que c'est normal que, au cours de la vie, par exemple, on ait la peau qui devienne un petit peu plus flasque, qu'il y ait certains changements finalement qui se produisent dans une certaine mesure. Et je pense que ça, c'est quelque chose que l'on a tendance à omettre, et notamment quand on est dans une dynamique finalement de gestion du poids. Au cours d'une année, il est normal que notre poids il varie dans une certaine ampleur. Tu vois, ce qui est difficile avec ça, donc tu es en train de nous dire qu'en fait, il faut essayer d'accepter une certaine variabilité, et que si on estime que notre poids est bien à 75 kg, il faut accepter des fois de faire un peu plus, des fois de faire un peu moins, si j'ai bien compris. Le problème, moi ce que je vois aussi, c'est que quand une personne prend du poids, après c'est difficile de le perdre. Alors à quel moment est-ce qu'il faut essayer de réagir très vite? Et à quel moment est-ce qu'il faut essayer de relâcher un petit peu la pression en se disant que finalement 1 ou 2 kilos, c'est pas grave, c'est des variations physiologiques qui sont normales au cours de l'année, au cours de l'individu, et plus tard, c'est quelque chose qui va revenir à la normale. Comment est-ce que les 1 ou 2 kilos, ils reviennent après à la normale et ils se transforment pas en 3-4? Ouais. Je pense que c'est une question super intéressante, et c'est une question qui varie, dont la réponse varie beaucoup selon la personne, et à mon sens, selon la stabilité de ses habitudes, globalement. Disons que quelles sont les situations, finalement, qui pourraient induire, justement, des fluctuations de poids au sein d'une certaine moyenne. Ça pourrait typiquement être des situations, par exemple, de vacances, où on pourrait se dire qu'on aurait tendance à consommer davantage d'énergie. Alors après, c'est pas forcément le cas, parce que s'il y a une dépense relativement élevée à côté, finalement, ça s'équilibrera peut-être aussi, mais de manière générale, on peut voir certaines périodes, peut-être des périodes de fête, où là, pour le coup, on a tendance à être peut-être plus sédentaire et consommer davantage que ce dont on a l'habitude, peut-être, voir le poids grimper légèrement sur la balance. Et dans le cadre d'une personne où ses habitudes nutritionnelles, son activité physique, finalement, ne seraient pas le reste du temps, globalement, il n'y aurait pas des habitudes globalement robustes par rapport à ces composantes, s'agissant de ce à quoi on pourrait s'attendre, espérer, dans le cadre d'une dynamique de gestion du poids. Effectivement là, au fur et à mesure du temps,
je pense qu'on aurait cette tendance à voir le poids augmenter. En fait, ce poids, finalement, il augmente au fur et à mesure des années. C'est pas du jour au lendemain que on va justement passer de quelqu'un de relativement svelte, entre guillemets, à quelqu'un qui serait en surcharge pondérale, par exemple. Typiquement, et d'ailleurs, je pense que c'est assez classique, finalement, de voir des personnes qui, plus elles avancent dans l'âge, plus justement elles ont tendance à avoir une surcharge pondérale. Leurs kilos, elles les ont probablement pas pris du jour au lendemain, en fait. Donc, c'est finalement, généralement, l'accumulation de certaines petites périodes qui va induire, finalement, le déséquilibre. Le déséquilibre, il se crée dans le temps. Dans le cadre d'une personne où, globalement, ses habitudes, la majorité du temps, seraient relativement robustes, et qu'il y aurait cette conscience, cette capacité à savoir comment agir et parvenir à le faire aussi de manière saine, sereine pour elle, les périodes où justement il y aurait moins de probabilité, on va dire, qu'un déséquilibre soit créé, globalement on pourrait se dire qu'elle parviendrait sans trop de difficultés à gérer son poids d'une façon plus relativement sereine. Ça dépend en fait du contexte. C'est ça. Et comme dans beaucoup de cas, ça dépend de la personne. C'est ça. Voilà, il y a une multitude de facteurs. Stop, petite coupure rapide pour vous annoncer qu'après des mois de travail, on vient tout juste de finir notre guide gratuit. On a sélectionné les 7 informations les plus importantes sur la perte de poids partagées par 7 experts reçus sur notre chaîne. Comme ça, vous n'avez même pas à regarder toutes nos vidéos et à prendre des notes. Vous recevrez 7 emails pendant 7 jours avec à chaque fois une information clé à retenir pour perdre du poids après 50 ans. Et c'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer juste ici pour vous inscrire. Allez, on reprend l'interview. L'aspect santé pour perdre du poids, il est assez intéressant. Toi, c'est une question que tu poses à tes patients. Pourquoi est-ce qu'ils veulent perdre du poids quand ils commencent un coaching avec toi ? Ça va dépendre. Ça va dépendre, mais de manière générale, ça va venir. De manière générale, à un moment plus ou moins tôt dans le suivi. Je pense que c'est une question qui est importante de se poser quand une personne veut perdre du poids, parce que il y a sûrement une raison. Elle l'intellectualise pas forcément. Mais est-ce que tu penses qu'il faut qu'une personne se dise là j'ai envie de perdre du poids, quelle est ma motivation sous-jacente ? Je pense que c'est primordial. Pourquoi ? Déjà la motivation ou les motivations, les sources de motivation, mais aussi d'imaginer ce qu'on pense que ça va nous apporter. Quels seraient les bénéfices associés ? Parce que on peut vouloir quelque chose, je peux vouloir quelque chose, mais finalement, je pense que c'est pas suffisamment poussé comme réflexion. Qu'est-ce que je pense que ça m'apporterait finalement d'avoir, un petit peu comme par rapport à l'objectif physique, d'avoir justement ce physique. Parce qu'effectivement, je peux vouloir des tablettes de chocolat, mais si ma réflexion, elle s'en tient à ça, je pense que ça manque d'un élément un petit peu plus profond, si on peut dire, quant aux motivations réellement sous-jacentes. Parce que si on veut quelque chose, c'est qu'il y a des raisons, finalement, qui nous poussent à vouloir cette chose en question. Et même là, je pense que c'est pas forcément suffisant, parce que, du moins, c'est une étape de réflexion, qui, à mon sens, est vraiment importante. Mais ensuite, c'est, je veux perdre du poids, par exemple, parce que je pense que ça va me permettre de mieux me déplacer, d'avoir une meilleure santé, par exemple, cardiovasculaire. Maintenant, donc en termes pratiques, comment est-ce que ça pourrait se matérialiser dans ma vie ? Par exemple, certaines personnes qui pourraient, par exemple, profiter de randonnées avec leur famille ou des choses comme ça, en ayant un meilleur souffle, par exemple. Donc, comment est-ce que je pense que ça pourrait vraiment se matérialiser par rapport aux difficultés que je rencontre à l'heure actuelle ? Et ensuite, finalement, tout le processus en tant que tel, comment est-ce que je vais réussir à parvenir à cet objectif ? Si justement la valeur perçue, et c'est pas parce que la valeur perçue finalement, comme par rapport à la question d'objectif physique initial, et que par exemple ça m'aiderait de ce point de vue-là, que ce sera forcément le cas. Mais a priori, c'est ce que l'on se dit, c'est ce que la personne se dit, et ensuite c'est voir justement pendant le processus, et je pense qu'un accompagnement est assez intéressant, un accompagnement adapté du moins, et bénéfique dans ce contexte, c'est justement d'ajuster, de voir comment la personne se sent, comment elle évolue, ce qui pourrait être judicieux de mettre en place, de modifier, etc., justement pour l'aider à évoluer d'une manière qui soit réaliste et le plus adaptée possible pour elle, selon sa situation, en fait. Et donc, toi, quand ce sujet sort avec les personnes que tu accompagnes, suivant les raisons qui t'annoncent, est-ce qu'il y a des personnes à qui tu recommandes de ne pas perdre de poids ?
Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Du coup, quels sont un petit peu les critères qui t'amènent à cette réponse? Alors, quand c'est vraiment que je recommande de ne pas perdre de poids, de ne probablement même pas essayer, et que je leur dis franchement que je pense que c'est pas une bonne idée à l'heure actuelle, typiquement, c'est quand il y a des soucis liés à la relation à l'alimentation, mais dans une certaine ampleur, justement. Pas tous les soucis, à mon sens, liés à la relation à son alimentation sont incompatibles avec le fait de mettre en place un processus de perte de poids. Je pense que tout dépend de la façon dont ça se matérialise, de l'ampleur des problématiques. Mais ça peut être un scénario red flag, entre guillemets, un signal d'alerte pour nous dire que peut-être c'est pas forcément judicieux dans ce contexte-là de mettre en place une perte de poids à l'heure actuelle et qu'il serait potentiellement plus pertinent de d'abord travailler sur justement la cette composante relation à la nourriture et ouais, après d'envisager. Ouais. Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que c'est quelque chose de transitoire apparemment. Oui. Si tu dis, non, perdre du poids sur quelqu'un qui est en surpoids, même si depuis tout à l'heure on a mis plein de nuances, notamment au niveau de la santé, etc., ça reste quand même un facteur de mauvaise santé dans la grande majorité des cas. Hein. Le fat but fit, il est quand même très faible, c'est-à-dire des gens, on entend tout le temps parler, et c'est toujours un petit peu montré comme exemple, mais des gens en surpoids qui sont en bon état de santé, il y en a quand même très peu. C'est toujours des gens qui ont une très bonne santé cardiovasculaire, c'est toujours des gens qui font beaucoup de sport à côté, et en plus on considère souvent qu'il est transitoire. C'est-à-dire que ils sont en bonne santé à l'instant T, mais que dans quelques temps, ça risque quand même de se gâter. C'est ça. Pour moi, c'est un petit peu la métaphore de la bombe à retardement, finalement. Et je pense que ce qui est vicieux, c'est que certains effets sur la santé, certaines conséquences ne vont pas survenir du jour au lendemain, en fait. C'est comme pour la prise de poids, les conséquences de certains comportements vont prendre du temps, finalement, à se matérialiser. Et tout comme, on pourrait prendre quelqu'un à contrario, par exemple un bodybuilder qui serait du coup relativement plus sec, avec des abdos visibles, par exemple, on pourrait dire il est en bonne santé. Peut-être qu'on va omettre la santé, par exemple, mentale, parce que peut-être que ce sera pas... Il est totalement obsédé par son entraînement, par ce qu'il mange, que du coup il sort plus avec des amis parce qu'il veut contrôler sa nourriture, et tout un tas de choses comme ça. Il peut y avoir cet aspect-là, et donc là on pourrait se dire, c'est peut-être ce à quoi on pourrait s'attendre, mais il pourrait y avoir d'autres éléments auxquels peut-être on pourrait spontanément moins s'attendre, comme le fait qu'admettons ce bodybuilder, dans les gros clichés, mais il mange 300 grammes de viande rouge par jour, là en termes de risque lié à la santé, voilà. Donc finalement, qu'est-ce qu'on regarde? Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est souvent oublié, c'est de quel indicateur est-ce qu'on parle, et le fait qu'effectivement il y a une certaine temporalité aussi associée au risque. Ouais, tout à fait. C'est le gros problème de tout ce syndrome métabolique, donc hypertension, hypercholestérolémie, diabète, surpoids, où en fait, ça c'est induit par le fait d'être en surpoids, mais il n'y a pas d'effet à court terme. Et on l'a vu avec certains intervenants sur la chaîne, il n'y a pas d'effet à court terme, pourtant les effets délétères, qui sont au début silencieux, ils arrivent dès le début. Et donc ça refait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure, où tu disais, à la fois on peut essayer de tolérer un certain écart, et à la fois on sait que sur la santé, il y a des effets qui sont très rapides à se mettre en place, malheureusement. Donc tout ça, c'est complexe. C'est ça, c'est hyper complexe. En fait, moi personnellement, c'est vraiment des éléments que je trouve super passionnants, c'est que c'est vraiment multifactoriel en fait, et que ça va bien plus loin. Finalement, la notion de perte de poids devrait aller, je pense, bien plus loin que, effectivement, il y a la notion d'énergie entrante, énergie sortante. Oui, les calories, le bilan énergétique, ça c'est la base, c'est un fait, c'est physiologiquement, on va pas surpasser les lois de la thermodynamique, mais en fait, si on veut perdre du poids d'une façon adaptée, entre guillemets, selon ce qu'on définit comme tel, maintenir, idem, selon ce qu'on définit la maintenance du poids perdu, sur une certaine durée, et réellement améliorer sa santé, disons, de manière générale, effectivement, là, la question, elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus complexe, multifactorielle, et ça demande de se pencher sur un tas de variables. Il faut prendre en compte toute la personne et se pencher sur toutes les dimensions de cette personne. C'est ça. Tout à fait, il y a plein d'éléments à prendre en compte, on a parlé là de pas mal d'aspects. Du coup, tu nous disais que ce qui était problématique, c'est les gens qui avaient un mauvais rapport avec l'alimentation, qui n'avaient pas un rapport sain avec l'alimentation. Ça, c'est une notion qui est hyper complexe, je trouve, parce que
du coup, si on s'interroge soi-même, on a tous l'impression, enfin peut-être que, en tout cas moi j'ai cette impression de ne pas avoir un rapport sain à l'alimentation parce qu'on a l'impression que c'est très binaire. Soit on a un rapport sain, soit on a un rapport qui est pas sain. Comme c'est arrivé à tout le monde à un moment d'avoir un moment de craquage où on commence à manger un gâteau, puis en fait quand on remet les yeux sur le paquet de gâteaux, il est vide. Alors du coup on se dit ah bah si j'ai eu un craquage, ça veut dire que j'ai une mauvaise relation à l'alimentation. Et ça, je trouve que c'est également quelque chose qui est assez complexe. Et en plus, alors, est-ce qu'on a vraiment un rapport qui est pas sain à l'alimentation dans ce genre de contexte ou pas? Et est-ce que si on a vraiment un rapport qui est pas sain à l'alimentation, est-ce qu'on peut jouer dessus? C'est intéressant que tu aies parlé du fait que tu le perçois de façon relativement binaire, dans le sens où je pense qu'effectivement la relation à l'alimentation est typiquement perçue comme quelque chose d'assez binaire, comme beaucoup de choses. C'est tout blanc, c'est tout noir, c'est soit sain, soit malsain. Alors qu'en réalité, le rapport à l'alimentation, alors je vais utiliser le terme rapport et relation de manière interchangeable. La relation à l'alimentation, elle existe sur un spectre. Et donc en fait, on a deux extrémités du spectre, donc ces composantes binaires, finalement le rapport malsain à l'extrême du spectre qui est caractérisé par les troubles du comportement alimentaire, qui sont des pathologies, donc elles nécessitent un diagnostic psychiatrique pour le coup. Et ensuite, on a le rapport sain à l'alimentation. Mais effectivement, comment est-ce qu'on définit ce rapport sain à l'alimentation? Et ensuite, plus on va du coup d'une extrémité à l'autre, plus on a des comportements qui sont considérés aujourd'hui comme plus ou moins sains. Et d'ailleurs, c'est assez flou dans la recherche scientifique, ce qui est défini comme ces comportements plus ou moins sains à son alimentation. Et en fait, ce qui est assez vicieux, c'est que dans le cadre de cet entre-deux, un petit peu entre les troubles du comportement alimentaire, TCA à proprement parler, qui nécessitent un diagnostic médical et une relation saine à l'alimentation, c'est que, en fait, c'est pas tant le comportement, l'action elle-même qui pourrait être problématique, quand bien même certaines actions pourraient justement servir de signal d'alerte, comme le fait de sauter régulièrement des repas, comme le fait de mettre en place certaines pratiques au niveau de sa pratique sportive, des formes de jeûne, etc. On pourrait avoir des signaux d'alerte de par certaines actions, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont malsaines en tant que telles, en fait, parce que du coup, ce qui va vraiment caractériser quelque chose de malsain, c'est la façon dont cette action, ce comportement nous fait nous sentir. Et ça va être variable d'un individu à l'autre, comment il nous fait nous sentir et comment on va réagir finalement à l'action en question. Donc si je comprends bien avec mon paquet de gâteaux que je mange d'un coup, c'est est-ce que derrière je me dis bon, je l'ai mangé, c'est pas la fin du monde, je passe à autre chose et finalement je l'accepte. Ouais. Ou est-ce que je passe la fin de la soirée à me morfondre, à me dire jamais j'aurais dû manger ce gâteau, parce que j'ai tel objectif ou pas d'ailleurs, mais jamais j'aurais dû faire ça. Du coup, peut-être que derrière, je vais sauter le repas qui vient pour essayer de compenser. Et en fait, si je comprends bien, c'est toutes les pensées qu'on associe à l'action. Et c'est pas l'action en elle-même, sauf peut-être dans des cas extrêmes, mais sinon, la plupart du temps, c'est pas forcément l'action en elle-même qui est à prendre en compte et qui est à analyser. C'est ça. De manière générale, c'est ça. Dans le sens où, en fait, la relation à l'alimentation, comme pour l'image corporelle, c'est quelque chose qui est en toi. C'est interne, en fait. Et ta relation à l'alimentation, elle évolue, en fait. Elle évolue et elle se cultive. Les troubles du comportement alimentaire, ils tombent pas du jour au lendemain. Il y a des raisons qui font que tu vas développer en l'occurrence, là, c'est très complexe. C'est vraiment une pathologie multifactorielle. Du moins, un ensemble de pathologies, mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Il y a des raisons qui mènent à, tout comme pour le fait de développer certains comportements liés finalement à sa relation ou à certains aliments spécifiques. Je pense qu'on peut aussi dire qu'on a une relation avec certains aliments spécifiques, que par exemple être confronté à un certain aliment, le paquet de gâteaux, aura potentiellement des effets en termes toi de tes comportements différents que par exemple un autre aliment, quel qu'il soit. Et donc, on peut aussi se dire, peut-être que j'ai aussi une relation différente selon l'aliment en question. Mais effectivement, c'est davantage les pensées associées à l'aliment et les actions qui découleront finalement. Par exemple, dans le cadre de ton paquet de gâteaux, si tu t'étais dit « j'aurais pas dû », tant qu'à faire, autant terminer la boîte, autant prendre un autre paquet. En fait, ce seraient des actions qui seraient, on pourrait se dire, probablement contre-productives, qui partiraient pas
d'un état de bienveillance envers toi-même, tu vois, qui partirait un petit peu de cette forme de punition ou d'amplification du comportement. L'aspect foutu pour foutu. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi dans l'alimentation. Toi, je pense que tu dois avoir ça avec des coachés. Ouais. C'est la recherche de la perfection, avec des gens qui viennent te voir pour avoir un plan alimentaire, enfin je sais pas exactement, je pense que la plupart du temps ça doit être comme ça, qui suivent à la lettre. Ouais. Et à partir du moment où ils font le moindre écart, là on bascule dans tout à fait autre chose, le foutu pour foutu dont on parlait, et du coup là c'est la porte à tous les excès. Et je pense que cette recherche de la perfection, sans aucune latitude pour se donner un petit peu de permission si jamais ça dépasse, c'est quand même quelque chose qui est assez dangereux. Ouais, totalement d'accord avec ça. C'est très fréquent. Et tu vois, typiquement, ça, je pense que la majorité des gens auront à un moment dans leur vie, finalement, ce type de comportement, que ce soit à travers l'alimentation ou d'autres éléments aussi. Et en fait, ça, par exemple, c'est une situation où j'accepte la personne si je sais qu'elle est susceptible, alors, ça va dépendre, hein, mais d'avoir ce type de comportement, parce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment travailler, et en tant que tel, je pense pas que, sauf si c'est vraiment associé à d'autres éléments, mais que ce soit un élément qui soit si difficile que ça à contrecarrer. Après, ça va dépendre, bien sûr, mais que c'est vraiment dans les croyances et ce que la personne pense faire et se dit finalement qui va découler de l'action. Dans le sens où, si tu es susceptible de, par exemple, finir le paquet de gâteaux et vouloir en fait rechercher la perfection en te disant, bon bah, j'aurais pas dû manger ce gâteau, il n'est pas inscrit dans mon plan alimentaire. Maintenant, ça veut dire que tu as l'impression d'avoir commis une erreur, en fait, en n'ayant pas, du coup, en ayant mangé le gâteau. Et en fait, en ayant l'impression d'avoir commis cette erreur, tu vas tomber dans le biais de j'aurais pas dû, bon bah, quitte à avoir commis une erreur, on va tout oublier, on va amplifier l'erreur, en fait. C'est une forme de distorsion cognitive, et le paradoxe, c'est qu'elle part probablement de cette volonté de justement vouloir bien faire. Sauf que du coup, dans ta tête, bien faire équivaut à perfection entre guillemets, mais est-ce que cette perfection, de base, elle correspond réellement à quelque chose de réaliste? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que maintenir cette perfection, est-ce que respecter le plan alimentaire scrupuleusement, notamment s'il est trop strict, va pas faire peser un poids trop important sur la personne? C'est ça. Et du coup, en fait, on peut se demander, mais est-ce que le problème, c'est réellement l'action elle-même, ou déjà la pensée en amont qui est le plan alimentaire? Ou le plan alimentaire, ça va dépendre de la situation, effectivement, ça peut être le plan alimentaire, et je dirais même au-delà du plan alimentaire, la façon dont il est présenté. Parce qu'effectivement, si t'as un plan alimentaire et que, par exemple, et ça va dépendre de l'individu, mais certaines personnes, si elles voient qu'il y a écrit des grammages spécifiques, elle va rencontrer des difficultés à ne pas justement sortir des grammages en tant que tels. S'il y a certains aliments spécifiques qui sont mis en place, donc il y a parfois peut-être une raison réellement en fait qu'il y ait ces aliments, et probablement justifiée, mais que peut-être dans certains cas ça peut être pertinent de justement montrer certaines équivalences, d'ouvrir finalement le champ des possibles aussi à l'individu, que ce soit en utilisant des fourchettes au niveau des quantités, que ce soit en précisant en dessous, par exemple, d'un certain tableau, c'est des indications, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Et le fait de le préciser ne veut pas dire que la personne ne va pas vouloir le prendre au pied de la lettre. Donc c'est important, je pense, de discuter aussi avec la personne en tant que telle, de lui apprendre à être active et à utiliser le plan alimentaire, en fait, plutôt que justement de lui dire, bon bah tiens, voici le plan alimentaire, et qui plus est, et malheureusement c'est une situation qui semble pas être peu courante, c'est le fait finalement du praticien qui va gronder son coaché, son patient, parce qu'il n'aurait pas suivi le plan à la lettre. Effectivement, si la personne, elle sent qu'elle elle doit suivre le plan, sinon elle sera punie, disons, effectivement, on peut comprendre aussi pourquoi justement il va y avoir cette impression de rater finalement. Et je pense que la personne aussi, elle va se dire, mon praticien, mon coach, il va pas être fier de moi en fait si je suis pas le plan tel qu'il est écrit. Je pense que ça c'est problématique justement si le praticien
assimile et est fière de la personne parce qu'elle suit le plan à la lettre. On peut se demander déjà, est-ce que le plan en tant que tel est adapté, et est-ce que le but d'un suivi est forcément de suivre le plan à la lettre, en fait. De faire plaisir à son coach aussi, ou à son professionnel de santé qui nous suit, etc. C'est ça. Pense que, effectivement, l'objectif, normalement, il transcende ça quand même. C'est ça. T'as parlé du coup du fait d'être grondé par la personne qui nous suit. Je trouve que ça, c'est assez proche de la notion de volonté, parce que ça laisse sous-entendre que si la personne, elle n'a pas réussi à suivre le plan alimentaire, c'est parce qu'en fait, elle n'a pas eu suffisamment de volonté, et qu'en fait, perdre du poids, c'est facile, c'est une question de volonté. C'est des choses qu'on peut entendre, trop, malheureusement, on ne devrait plus entendre. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que c'est très réducteur comme idée, parce que ça revient à ce qu'on disait au tout début, qu'on peut vouloir quelque chose, mais ça ne veut pas dire que ça va être forcément évident à mettre en place. Et la perte de poids, encore une fois, c'est multifactoriel. Effectivement, il y a cette question d'énergie entrante, énergie sortante qui est la base. Et effectivement, on peut... je pense qu'il est parfois plus facile de justement aller dans des formes d'extrême, entre guillemets, qui ne nous permettraient pas de nous aider en fait à mettre en place une perte de poids qui soit réellement adaptée et productive du coup dans cette dynamique de maintenance du poids perdu, et qui finalement sur le court terme pourrait fonctionner entre guillemets, mais qui justement manquerait de certaines composantes, notamment une dimension éducative, notamment une dimension finalement d'adaptation à ma personne, qui ferait que cognitivement finalement le plan il serait adapté à moi, et qu'en fait ça m'aiderait pendant le processus lui-même, et ça m'aiderait un petit peu justement aussi potentiellement à comprendre justement quels sont les axes qui sont mes faiblesses par exemple à l'heure actuelle, et sur lesquels je pourrais travailler pour justement m'aider à maintenir le poids dans la durée. Typiquement, par exemple, à l'heure actuelle, je suis quelqu'un qui donc cherche à perdre du poids, et aussi améliorer sa santé. Finalement, on est un peu sur les deux objectifs qui vont l'un dans l'autre. Et en fait, j'aurais très bien pu peut-être lui donner un plan alimentaire relativement avec un apport en énergie plus bas que ce que j'ai donné à l'heure actuelle, avec ce qu'on pourrait considérer quelque chose de plus strict, entre guillemets, que peut-être elle aurait perdu du poids plus rapidement, mais qu'au contenu des barrières qu'elle rencontrait, notamment environnementales, notamment liées à son environnement physique, donc chez elle, où c'est pas elle qui fait à manger, où socialement, elle est très souvent invitée, en fait, ça aurait pas du tout coïncidé avec ce qui est réaliste pour elle, et que peut-être le fait d'essayer de suivre quelque chose, peut-être qu'elle aurait réussi, en réalité, à trouver les ressources sur le court terme pour justement perdre du poids, en peut-être socialement s'éclipsant dans la mesure du possible, en décidant de mettre en place des choses relativement radicales, entre guillemets, mais ça lui aurait pas appris à naviguer les barrières qu'elle rencontre réellement à l'heure actuelle dans la vraie vie, entre guillemets, et donc finalement ça aurait pas été très productif si justement son but est vraiment de se sentir mieux et de perdre du poids et comprendre comment maintenir la perte de poids. Ça c'est important, et je pense que faut quand même vraiment s'écarter le plus possible des gens qui essayent de donner la même recette à tout le monde pour perdre du poids. Ça, c'est important. Et essayer de se dire, d'individualiser, ça on en parle depuis tout à l'heure. Et cette personne-là, apparemment, elle avait des contraintes que tu as été obligé de prendre en compte. Et ça, tout le monde doit se poser cette question-là. Ces questions-là, est-ce que je cuisine ? Est-ce que j'aime cuisiner ? Est-ce que je mange souvent chez moi ? Est-ce que j'ai des obligations ? Quel niveau d'effort on est capable, certes, de tenir, mais est-ce qu'on peut faire aussi ? C'est ça. Et donc, à partir de là, il faut aussi moduler les objectifs. Et ça, c'est important. Totalement. Et je pense que ça revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que peut-être que si les circonstances sont pas bonnes à ce niveau-là, parce qu'on a parlé des TCA, mais peut-être que tout simplement au niveau de l'organisation de la période de vie de la personne, peut-être que c'est pas pour certains la bonne période pour perdre du poids. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir notion de toutes ces contraintes qu'on a. Il faut les prendre en compte, et c'est pour ça qu'il faut, je pense, bien réfléchir avant de se lancer dans ce genre d'objectif. On a dit qu'il fallait réfléchir aux causes, pourquoi est-ce qu'on veut perdre du poids, et aussi réfléchir un petit peu à ce qu'on peut mettre en place pour perdre du poids, ce qui est véritablement possible. Totalement. Et ces contraintes, elles évoluent. Elles évoluent et c'est normal, en fait. Et d'ailleurs, c'est assez... j'ai du mal avec ce qu'on entend parfois, quelque chose à tenir à vie, entre guillemets, mettre en place sur le long terme. Ça veut tout et rien dire. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on considère comme le long terme ? Mais après, en fait,
notre vie, elle va évoluer. Peut-être que si je change de travail, j'aurai un emploi du temps totalement différent ou plus ou moins différent, avec effectivement des possibilités d'agencement de repas différentes. Donc en fait, je vais devoir m'adapter à mon emploi du temps changeant. Si je déménage dans un autre pays, j'aurai pas forcément les mêmes aliments à disposition, etc. Donc je vais devoir m'adapter, je vais devoir, dans une certaine mesure du moins, changer certaines choses. Donc en fait, c'est pour ça que je pense que la dimension d'éducation notamment est super importante, et devenir finalement, moi j'aime bien dire, acteur de son alimentation et de sa pratique sportive, on pourrait dire aussi, de sa santé, disons, de manière générale, pour finalement parvenir à s'adapter, en fait. Je pense que cette phrase de dire que c'est quelque chose qu'il va falloir tenir à vie, elle se justifie quand on a une personne qui a un certain mode de vie, qui estime qu'elle va faire des efforts pendant 6 mois, et qu'ensuite elle va revenir à son niveau de vie précédent. À un moment, si on fait la même chose et que la personne elle a pris du poids avec un certain niveau de vie, si elle reprend ce même niveau de vie, elle va reprendre du poids. Donc en fait, déjà ça aura peut-être été dur de les perdre pendant sa mission commando de 6 mois, mais en fait après, si elle retombe dans les mêmes travers, il va y avoir les mêmes conséquences. C'est ça. Donc effectivement, ce que tu as dit, c'est vrai. Je pense qu'il faut donner un maximum de clés. Il faut faire de l'éducation pour rendre la personne acteur et qu'elle comprenne. Mais c'est vrai qu'on revient sur cette méthode clé en main à appliquer sans trop se poser de questions pendant X temps pour perdre du poids et après revenir à son état initial en remangeant comme on faisait avant, les mêmes plats, la même quantité, etc. et avoir le même niveau d'activité physique qu'avant, souvent pas grand-chose, ça c'est quand même voué à l'échec. Ouais, totalement. Et ce qui peut même être, peut-être de façon contre-intuitive, mais encore pire en fait que de ne pas avoir perdu de poids. En fait, dans le sens où quelqu'un qui va avoir perdu X kilos, notamment peut-être en suivant une approche relativement traditionnelle ou tout simplement, par exemple, même un suivi avec un diététicien inadapté, pour elle, mais il est possible qu'elle reprenne du poids, et après c'est reprendre du poids dans quelle ampleur, mais là je parle du scénario où elle reviendrait peut-être au même niveau qu'avant, voire supérieur. Et que si par exemple il n'y a pas eu une composante par exemple sportive ajoutée de renforcement musculaire, qui plus est elle aura probablement perdu en masse maigre, ce qui veut dire que ses besoins énergétiques auront aussi diminué, de par le fait que nos besoins énergétiques sont en partie déterminés par justement nos différents tissus, la répartition de nos différents tissus, que bon, notre masse maigre a une composante importante à jouer, notamment dans le cadre de certains marqueurs de santé, voilà, prévention de l'ostéoporose, et j'en passe, la sarcopénie, etc. Et donc finalement, le fait de perdre du poids, d'en reprendre, faire ce yo-yo, entre guillemets, est probablement moins productif que de ne pas en perdre du tout. On parlait de composante de santé tout à l'heure, on sait que ça, c'est souvent un phénomène quand même qui aggrave le niveau de santé, parce que à chaque mouvement du yo-yo où on a pris du poids, on a gagné en graisse, on a perdu du poids, souvent il y a un petit peu de muscle quand même qui est sacrifié. C'est ça. Et à chaque fois, il y a un déficit qui se creuse avec de plus en plus de graisse, de moins en moins de muscles, et peut-être qu'on pèse le même poids, mais la composition corporelle n'est plus la même. Donc ça, c'est important. On est entré tellement dans le vif du sujet, Mathilde, que j'ai oublié de te laisser la possibilité de te présenter. Donc, vas-y, explique-nous qui tu es et ce que tu fais. Moi, c'est Mathilde. Voilà, après 3 heures d'épisode, c'est parfait. Qui aime parler, qui est très passionnée par tous les sujets qu'on est en train d'évoquer et par la nuance aussi, ce qui peut être assez frustrant par moments parce que les réponses sont assez... il n'y a pas de réponse universelle finalement, et typiquement, je pense que quelqu'un va avoir tendance à vouloir chercher une réponse à tout. Mais sinon, moi, c'est Mathilde. À l'heure actuelle, j'exerce en tant que coach en nutrition et sportive en ligne. Essentiellement, me focalisant essentiellement sur la nutrition à l'heure actuelle, mais ayant comme projet de développer davantage aussi la partie sportive. Et voilà. Voilà, déjà. Ouais, voilà, que dire de plus. C'est pas mal déjà. Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de grammage pour les quantités de ce qu'on pouvait manger. Du coup, ça amène à une question qu'on voit beaucoup. Est-ce qu'il faut compter ses calories? Est-ce qu'il faut compter ses macronutriments ou pas? On entend un petit peu tout. Il y a les pros du non, il y a les pros du oui. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Moi, je suis une pro du milieu. C'est toujours. Alors, je pense que déjà, si on... Donc,
comme pour la perte de poids, finalement, si on utilise le comptage qu'on cherche à utiliser le comptage des calories, on y songe, on va se demander pourquoi est-ce que j'aimerais compter les calories et ou les macronutriments. On va utiliser les deux de façon interchangeable, quand même, c'est pas forcément la même chose. Macronutriments, juste pour expliquer, c'est les lipides, les glucides et les protéines. Donc ça, c'est les 3 composants de n'importe quel aliment. C'est ça. Et donc, on peut soit compter la quantité d'aliments qu'on mange, donc manger X grammes de riz, ou on peut aussi faire un plan alimentaire où on veut qu'il y ait tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides, et après, avec la composition en fait, des aliments, on répond à cette directive. C'est ça. Et en fait, les macronutriments en tant que tels, ils sont composés, les calories, sont composées de macronutriments. Donc en tant que tel, si on compte si on compte les macronutriments, on compte les calories de manière indirecte. Il y a une certaine relation entre les deux. Il y a une certaine relation entre les deux. Donc effectivement, il est envisageable parfois de compter que les calories, entre guillemets, de compter que les macronutriments, que les calories et les protéines, que les protéines. Donc aussi de varier, d'utiliser justement selon ce que l'on recherche, selon le pourquoi de l'utilisation, possible de varier la façon dont on met en place le tracking, le comptage de certains éléments, mais en tant que tel, il n'est pas obligatoire à mon sens. Quand on utilise le tracking des calories, donc la majorité des gens qui vont se lancer, à mon sens, dans le comptage des calories, ça va être dans un objectif de perte de poids. Et avec la pensée, la croyance que c'est la seule façon finalement pour moi de perdre du poids, c'est de compter mes calories. Pourquoi est-ce que compter des calories fonctionne entre guillemets pour perdre du poids? C'est parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'erreur dans le comptage, parce que ça aussi c'est assez fréquent, s'il n'y a pas d'erreur ou en tout cas un biais d'erreur qui n'est pas suffisant pour que ça induise des différences au niveau, ça induise que le déficit ne soit pas créé, les déficits énergétiques, effectivement, si tu consommes moins d'énergie que ce qu'on dépense, tu vas perdre du poids. Donc en tant que tel, ça fonctionne par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément nécessaire. Que si ça fonctionne, il faut comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne. Parce que ça m'aide à créer ce déficit énergétique. Mais que c'est pas forcément le seul élément, la seule méthode qui pourrait m'aider à créer ce déficit énergétique. Maintenant, du coup, si ça m'aide, c'est intéressant de se poser la question donc de pourquoi est-ce que ça m'aide? Parce que justement, je n'ai pas d'éducation alimentaire, je ne sais pas ce que les aliments contiennent et donc ça me permet de m'éduquer au niveau du contenu énergétique, par exemple en macronutriments de certains aliments. Donc effectivement, ça m'aide à m'éduquer et donc le fait de compter m'aide à la fois à contrôler mon apport mais aussi à m'éduquer par rapport à la nutrition. Est-ce que ça m'aide parce que justement, si je ne comptais pas, par exemple, j'aurais tendance peut-être, de par le fait que je sois moins en train de surveiller mes apports, à être un petit peu plus laxiste entre guillemets, tu vois, et de me dire là je vais prendre un cookie de plus, et finalement le fait de ne pas le comptabiliser, de ne pas l'écrire, que ce soit dans une application ou par exemple sur un carnet, ça va faire que c'est un petit peu passé à la trappe. Mais en tant que tel, donc il y a certaines personnes que ça peut aider pour des raisons plus ou moins différentes, de manière un petit peu plus profonde, mais en tant que tel, je pense que la majorité des gens ne l'utilisent pas d'une façon productive, notamment par rapport à cette dimension éducative, dans le sens où quelqu'un qui va utiliser le comptage des calories aujourd'hui va typiquement l'utiliser un petit peu en mode tout ou rien, foutu pour foutu. Je me fixe un certain apport, je respecte cet apport, et si je n'ai pas adhéré à cet apport, c'est fichu. C'est fichu, j'ai pas bien fait. J'ai échoué, et donc parfois, certaines personnes vont en venir, du coup, je m'étais mis 2000 calories, j'en ai mangé 2002, autant en manger 2004. Ou alors, j'ai écrit 2000 calories, j'en ai mangé 1008, qu'est-ce que je vais pouvoir manger avec 200 calories? Et manger, par exemple, un Kit Kat. Voilà. Et donc, en fait, ça peut mener à des comportements qui sont pas forcément si productifs que ça, et une utilisation du comptage un petit peu comme si c'était une fin en soi et pas un moyen pour nous aider. Pas un moyen pour nous aider, notamment en termes d'éducation, en fait, à comprendre ce que les aliments comportent, à repérer, développer des points de repère visuels, de
100 grammes de blanc de poulet, ça équivaut à peu près à ça dans mon assiette. Moi, je trouve ça, c'est hyper intéressant, tu vois. Moi, Mm. Alors après, comme tu l'as dit, hein, on a parlé de plein de choses depuis le début, et en fait, c'est pas tellement l'élément en lui-même qui est important, c'est la façon dont on réagit et comment on interprète l'élément. Et là, c'est la même chose avec le comptage des macros, ou pas. Moi, je trouve que d'un point de vue éducatif, c'est quand même très puissant. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je pensais, soit qu'il y avait une certaine composition, soit une certaine teneur en calories, et en fait, je me trompais. Pour être en contact avec des patients tous les jours, il y a quand même des gens, toi, tu dois le voir aussi, qui ont très très peu de connaissances en alimentation. Et donc ça, il n'y a rien qui remplace, moi, je trouve. Il n'y a rien qui remplace le macro. Alors, on peut regarder l'étiquette. On peut regarder l'étiquette. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut chercher à comprendre un petit peu, je pense quand même, ce qui compose un aliment. Et il y a souvent cette méconnaissance entre l'aliment qui est bon pour la santé et l'aliment qui est hypocalorique. Et par exemple, on parle des huiles, on parle des avocats, on parle des amandes qui vont avoir des bonnes graisses. Donc qui sont bonnes pour la santé, mais ça reste des aliments qui sont très caloriques. Très calorique, ça veut pas dire que c'est mauvais pour le corps, ça veut dire que ça consomme beaucoup de calories. Point. Après, on en fait ce qu'on veut, est-ce qu'on a besoin de ces apports ou pas? Mais voilà, je trouve qu'il y a cette méconnaissance, et ça passe par de l'expérimentation, cette connaissance. Donc effectivement, soit on compte, moi, c'est vrai que c'est du comportement. Moi, je réagis bien à ce genre de choses, pour derrière, après, pouvoir arrêter, s'en séparer, garder ça un peu dans sa tête, et faire quelques petits ajustements. Mais on se rend compte que peut-être que quelque chose qu'on mangeait sans trop se poser de questions, finalement, en fait, ça avait on mangeait ça pas spécialement par faim, un peu par automatisme, etc. Et que finalement, il y a peut-être une autre option qui contient un peu moins de calories et qui nous provoquera pas de frustration. Et donc, on peut faire ces ajustements-là. Tu vois, ça, moi, je trouve que c'est quand même assez... Mais après, voilà, chacun réagit différemment. Stop, information capitale. Ne loupez pas les tips de GGRAF, notre newsletter exclusive où l'on va vous partager tous nos conseils santé appuyés par nos lectures d'articles scientifiques. Un dimanche matin sur deux, nous vous dévoilons nos pépites pour booster votre santé après 50 ans. Cliquez juste ici pour y accéder. Et en plus, c'est totalement gratuit. Chaque tips est envoyé qu'une seule fois, donc arrêtez d'en louper et inscrivez-vous juste ici. Et si le contenu ne vous intéresse pas, vous pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment. Allez, revenons à notre discussion. Et tu vois, je trouve que ce qui est intéressant par rapport à ce que tu mets en avant, c'est le fait que donc quand on parle de comptage des calories, je pense que typiquement quelqu'un va se dire, du coup je note tout ce que je mange et je vais le rentrer typiquement dans une application et ça va me donner du coup le total sur chaque repas, sur ma journée. Mais en fait, on n'a pas forcément besoin de faire cela en tant que tel, de rentrer chaque journée, chaque repas pour développer une notion des calories, par exemple, pour développer une notion de ce que les aliments contiennent. Par exemple, il y a certaines personnes avec qui je ne vais pas forcément utiliser d'application de tracking, mais je vais les confronter à ce qu'une pomme contient, ce qu'un avocat contient. On va utiliser d'autres ressources, parfois sur Internet, parfois des ressources que je leur fournis, où il y aura des tableaux, où il y aura des indications pour développer cette connaissance, finalement, grossière de ce que la majorité des aliments contiennent, du moins qu'ils ont l'habitude de consommer. Mais est-ce qu'ils ont forcément besoin, de rentrer dans l'application ? Certaines personnes, ça va réellement leur ajouter une plus-value sans justement devenir problématique. D'autres personnes, ce ne sera pas nécessaire et elles parviendront à perdre du poids, à maintenir leur poids, si telle est la dynamique, sans savoir traquer à proprement parler leur apport. En fait, je pense que c'est important d'élargir un petit peu ses horizons par rapport à la façon dont on peut éduquer en fait la personne pour développer certaines compétences finalement. Parce que ce qu'on veut, je pense, c'est que la personne, elle devienne compétente et confiante pour s'alimenter en adéquation avec ses besoins donc nutritionnels, énergétiques, mais aussi mentaux, sociaux, en arrivant justement à jauger un petit peu pour que cette personne se sente bien et améliore sa santé de manière générale. Et la grosse difficulté en tant que professionnel de santé, c'est pas penser que forcément ce à quoi on réagit nous, la personne en face de nous, elle réagira à ça. Oui. Et ça, c'est assez problématique. Il y a un aspect, je trouve, où compter, c'est intéressant. C'est juste avant, ce matin, on enregistrait avec une autre personne, donc je vais pas trahir parce qu'elle en a parlé dans la vidéo. Elle va bientôt avoir 50 ans, elle est très sportive, et donc elle, son objectif, c'est vraiment d'arriver à 1 gramme de protéines par jour par poids de corps, et elle a du mal à y arriver. Et là, moi, il y a donc, bien sûr des effets de santé derrière ça, pour le maintien de la masse musculaire, le maintien de la masse osseuse. Et je trouve que c'est quand même, par exemple, un type d'exemple où compter pendant quelques temps pour un peu se rendre compte ce que ça représente,
je trouve que ça peut être pertinent. Totalement. Sur le papier, ça peut être super pertinent. Et du coup, là, tu vois, tu as donné un exemple spécifique. Donc, on voit qu'il y a effectivement une raison. On voit que c'est peut-être pas tant les calories, tant les glucides qui importent ici, c'est les protéines. Donc, peut-être qu'une forme de comptage des protéines de façon temporaire pourrait être pertinente. Est-ce que c'est forcément la seule méthode? Pas forcément. Est-ce que peut-être que c'est la meilleure méthode pour une période donnée? Possible. C'est justement à voir, est-ce que c'est possible en tant que tel, on revient à l'aspect pratique dont on parlait tout à l'heure, pour la personne de calculer avec précision, par exemple, son apport en protéines. Dans le sens où, par exemple, si elle va à la cantine, elle n'a pas forcément la possibilité de peser le morceau de poulet ou que sais-je qui est dans l'assiette. Par contre, elle a la possibilité de s'éduquer par rapport au fait de, quels sont les aliments qui contiennent des protéines, est-ce que s'il y aura forcément des options avec des protéines à la cantine? Si oui, est-ce que des compétences ou des connaissances que j'ai pu développer, par exemple à la maison, en m'entraînant un petit peu à peser certains aliments, ça pourrait suffire? Est-ce que ce serait judicieux pour moi d'amener une barre protéinée, un yaourt protéiné en plus, au cas où, entre guillemets? Donc on peut développer des stratégies qui vont pas impliquer forcément de compter à proprement parler, mais de s'assurer qu'il y aura tout de même certaines cases qui seront cochées. Tu vois, justement, cette personne, c'est Florence Morisseau, elle donne beaucoup de formations, donc elle est beaucoup en déplacement, et du coup, elle mange beaucoup soit dans des restaurants, soit dans des restaurants d'entreprise, ou des cantines, des choses comme ça. Donc, toi, ce que tu viens de dire, là, ça serait déjà, si elle peut pas faire le comptage, parce qu'effectivement, au restaurant, on va pas demander tant de grammes de viande, ça serait d'essayer d'avoir une connaissance pour pouvoir choisir peut-être un petit peu à la carte des aliments avec suffisamment de protéines. Donc ça voudrait dire essayer de la viande, d'essayer de choisir des aliments, donc de la viande, des poissons, des œufs, du fromage, des légumineuses. Alors en tant que tel, il y a effectivement de nombreux aliments qui contiennent des protéines. Après, ça va être du coup le grammage qui va varier. Parce que si tu prends par exemple 100 grammes de comté, ça va t'apporter certes pas loin de 30 grammes de protéines, mais aussi quand même pas mal de lipides et de calories. Et en tant que tel, ça peut coïncider avec tes besoins, mais il est probable qu'au bout d'un moment, si tu surconsommes, entre guillemets, en certains macronutriments, notamment les lipides glucides, c'est plus facile finalement de surconsommer et dans le temps, créer un déséquilibre énergétique. Donc, il y a aussi cette composante à prendre en compte, surtout si tu me dis qu'elle a 50 ans, admettons qu'elle n'ait pas une dépense relativement élevée, elle doit pas avoir des besoins bien élevés. Elle donc... a une dépense énorme. Mais bon, c'est un cas particulier. Voilà. Elle court énormément. On va dire que c'est aussi important de prendre en compte le profil complet vraiment de l'aliment en termes de calories, de macronutriments. Par exemple, les légumineuses auront certes des protéines, mais pour consommer, pas tout le monde aura la capacité, notamment digestive, de consommer 100 grammes de légumineuses crues. Il y aura aussi un apport en glucides relativement important. Donc voilà, cette éducation, finalement, est-ce que je comprends quelles sont les sources de protéines qui contiennent essentiellement des protéines, d'autres avec des lipides, des glucides, dans quelle quantité, pour m'aider moi à faire des repas qui soient adaptés. Pour ton exemple de compter, c'est pour ça que moi je trouve que le comptage des macros, mais je rigole et je reviens dessus, j'ai bien conscience que pour moi, et ça sera pas le cas pour tout le monde, mais par exemple sur cet exemple-là, y a plein de personnes qui se rendent pas compte à quel point il y a des graisses dans un morceau de fromage, et à quel point on a un nombre de calories important dans un morceau de fromage. Et donc, voilà, moi je trouve que le comptage des macros, mais j'ai bien conscience que c'est pas la panacée pour tout le monde, ça on est bien d'accord. Il y a autre chose qu'on entend beaucoup, c'est le fait de manger ou pas manger, de sauter un repas si on n'a pas faim. Et ça, il y a certaines personnes qui disent que ça pourrait un petit peu dérégler si jamais on saute un repas, et donc il faudrait se forcer à manger un petit peu. À l'opposé, on entend des gens qui disent non, on va écouter son corps tout simplement, si on n'a pas faim, on mange pas, et si on a faim, on mange. Voilà, qu'est-ce que tu nous préconises ? Je pense que quand on dit ça, donc on parle essentiellement de la faim physique, parce qu'on peut aussi parler de la faim mentale, donc c'est pas la même chose. Donc déjà, ça part de la supposition qu'on parle de la sensation de faim physique, je pense, et que ça part aussi de la supposition qu'on parvient du coup à distinguer sa sensation de faim physique de sa sensation de faim mentale, et que si on parvient à distinguer ces deux sensations, on parvient à identifier sa sensation de faim physique. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ou pas dans la même mesure.
dans le sens où il y aurait des personnes qui finalement peut-être en situation de stress rencontreraient des difficultés à ressentir leur sensation de faim physique, ou au contrario elles seraient décuplées. Alors là je pense qu'il y aurait une sensation de faim mentale aussi probablement. Donc il y a certaines situations spécifiques où on pourrait se dire peut-être que ce serait pas si pertinent que ça. Donc en fait je pense que écouter sa faim entre guillemets ça part sans doute d'une bonne intention, mais est-ce que le terrain est adapté en fait pour le faire? Est-ce que je parviens à identifier ma sensation de faim physique? Est-ce que je sais comment y répondre entre guillemets? Donc au niveau notamment de mon éducation nutritionnelle, parce que si j'écoute ma faim entre guillemets mais que j'ai pas des habitudes alimentaires robustes, il est très probable que ça mène à une forme de déséquilibre énergétique dans le temps. Que ce soit parce que mon appétit de base est relativement élevé, ou au contraire parce que je suis quelqu'un qui n'est jamais faim, entre guillemets, et qui pourrait manger un repas par jour tout petit, finalement, entre guillemets, et qu'en fait, si j'écoutais réellement ma faim, je perdrais du poids au fil du temps, et que ce serait pas forcément productif. Un sportif qui de haut niveau ou pas, mais par exemple qui fait un marathon, il est très probable que s'il écoutait seulement sa faim, il ne mange pas à la hauteur de ses besoins pour l'aider à performer, mais aussi pour maintenir son poids de corps, par exemple. Donc en fait, je pense que l'intention est sans doute positive quand on parle de l'écoute de sa faim, mais que, encore une fois, ça nécessite nuance, ça nécessite contexte, et que je pense que ça peut être une idée relativement réductrice si on ne prend pas en compte les différentes composantes qui nous poussent à manger, si on ne prend pas en compte notre physiologie, notre psychologie, notre environnement aussi, qui est un environnement dans lequel on va être poussé, après que l'on agisse ou pas sur cela, c'est différent, mais où on va être poussé finalement à consommer davantage. Si on sort dans la rue et qu'il y a plein de bonnes boulangeries, ça va peut-être donner envie, et là donc il y a une partie émotionnelle, une partie envie, qui est dissociée de la faim physique, mais qui pourrait aussi finalement nous faire passer à une prise alimentaire. C'est pour ça que faire ses courses quand on a faim, on achète quand même a priori beaucoup plus de choses et on se laisse tenter, ou en tout cas plus facilement normalement. Il y a un petit peu le corollaire de ce que tu viens de me dire, on en a parlé en préparant cet épisode, ça va être un profil plutôt féminin, on va dire à peu près 60 ans, personne, on va dire pas très grande, donc on va prendre un peu des clichés, mais pour grossir le trait, pour illustrer. Donc une femme à peu près 60 ans, pas très grande, on va avoir, et qui est sédentaire, on va avoir du coup une dépense énergétique de la personne qui va être très faible. Et ces personnes-là, quand elles sont en surpoids, pour elles c'est très compliqué de perdre du poids, parce que du coup il faut essayer d'être en déficit, et comme elles se dépensent très peu, il faut qu'elles mangent très peu pour perdre du poids, ou qu'elles augmentent leurs dépenses. Ça, je pense que c'est une composante dont on ne parle pas suffisamment, qui est un petit peu oubliée par rapport justement à la perte de poids. C'est effectivement, on ne part pas tous du même niveau, entre guillemets. Et quand je dis niveau ici, je veux dire du même apport de base en termes de maintenance. Effectivement, pour quelqu'un dont l'apport de maintenance énergétique serait, on va dire, de 4200 calories, par exemple. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, mais ce qui est le cas de, notamment, moi je fais de la musculation, donc c'est pas rare dans les salles de sport de voir des gros gabarits, on va dire, qui consomment cet apport au quotidien. Et en fait, pour eux, mettre en place un déficit agressif en termes de pourcentage, donc de déficit par rapport à ta maintenance actuelle, s'ils faisaient un déficit de 40%, ils auraient un apport de 2200 calories par jour. Ce qui est supérieur à la moyenne générale. Voilà. Après, bien sûr, peut-être que leur sensation, peut-être que leur... ça serait dur quand même pour eux. Voilà, c'est ça. Pour eux, en termes relatifs subjectifs, ce serait quand même potentiellement difficile pour eux. Mais en tant que tel, tu peux quand même caser beaucoup plus d'aliments et selon tes choix, justement, avec un tel apport que pour une femme dont la maintenance, effectivement, serait parfois de 1300 calories. Ouais, là, si on veut enlever 40%, tu et qu'on tombe à 800, il n'y a plus rien. Enfin... Tu peux pas. Et donc, en fait, virtuellement. Et donc, en fait, pour la notion de déficit plus ou moins agressif, finalement, est aussi à prendre dans son contexte et à regarder d'où est-ce que je pars. Parce que pour quelqu'un, une réduction de 200 calories de son apport énergétique sera relativement conséquente, alors que pour quelqu'un d'autre, ce sera virtuellement rien du tout.
Sauf que pour cette femme, en l'occurrence de 60 ans, dont la maintenance est d'environ 1300 calories, ça demandera un effort probablement bien plus important. Plus important au jour le jour et plus important dans le temps. C'est ça. Aussi, je suppose que... Bon, je sais pas du tout si tu fonctionnes de cette façon-là, avec un objectif de poids par mois, par semaine, etc. Mais je pense que ça peut être un peu dangereux à manier, parce que si on part là-dessus et que c'est pas atteint, ça doit pouvoir amener beaucoup de déception. À l'inverse, si c'est maintenu, ça doit pouvoir également bien motiver la personne. Donc je pense que c'est vraiment à manier, à manier avec tact. Mais cette femme-là dont on a pris l'exemple, perdre, je sais pas moi, quelque chose d'agressif, 5 kilos en 2 semaines, ça va pas être quelque chose qui est du tout atteignable. C'est ça. Donc voilà, ça va être dur pour elle, et en plus, ça va être dur beaucoup plus longtemps. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est, tu vois, d'ailleurs, un élément assez difficile, c'est que il y a certaines personnes pour qui ça va être effectivement difficile de faire qu'un régime alimentaire, un déficit énergétique soit relativement court dans le temps. Parce que certaines personnes vont apprécier le fait que le processus soit relativement rapide, et hop, on retourne à la maintenance énergétique et c'est fini. Sauf qu'effectivement, si tu pars avec un apport déjà relativement faible, il est probable que ce soit pas réaliste en fait pour toi d'avoir un processus relativement rapide qui pourrait, qui plus est, en plus te booster en termes de motivation, parce qu'il y aurait des résultats qui apparaîtraient relativement rapidement, mais qu'en fait ce serait pas envisageable pour toi. Donc c'est pas évident, et même en termes de maintenance, c'est pas évident. C'est le type de personne avec qui tu travailles sur une augmentation des dépenses, du coup ? Si c'est voilà, ça dépend de la situation, si parce c'est que c'est ça. Mais je suppose que c'est une perche que tu es obligé de tendre. Après, tu vois si elle est attrapée ou pas. Mais, oui. De manière générale, voilà, selon la situation, mais on va essayer de tendre vers une augmentation de la dépense. Après, ça dépend de la situation, mais je pense que, du moins dans mon expérience, beaucoup de gens arrivent et ils ont finalement, ils font du sport 3-4 fois par semaine, mais ils sont relativement sédentaires. Donc, ça peut être... Ils sont actifs physiquement, mais ils sont sédentaires dans leur vie. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, actifs au niveau du fait de je fais du sport, je vais à la salle de sport, je fais du foot. Donc, 1 heure 3-4 fois par semaine, par exemple. Ce qui est pas mal, hein. Ce qui est déjà super, du moins sur le papier. Mais après, il y a effectivement la différence entre l'activité physique à laquelle tu prends part, le sport, et le fait d'être physiquement actif dans ta journée. Et ça c'est que les gens se rendent pas compte à quel point être actif dans la journée, on dépense de l'énergie. Ouais. Et c'est vrai que pour certains, c'est quelque chose qui est absolument transparent. Ouais. Et on voit des physiques avec des gens qui bougent dans tous les sens, qui bougent leurs bras quand ils parlent, qui sont très actifs, et donc qui vont brûler en fait plein de calories. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est rien, mais en fait ça brûle plein de calories. Ouais. Et à l'opposé, il y en a, c'est tout le contraire, ils sont plutôt calmes, ils bougent pas trop, etc. Et donc, eux, ils vont avoir beaucoup moins de dépenses spontanément dans leur journée. Mais les gens se rendent pas compte que même si 1 heure de foot ou 1 heure de musculation, c'est super, ou 1 heure de course à pied, mais que cette activité, c'est pas forcément équivalent à cette activité spontanée qu'on peut avoir dans la journée, qui permet en fait de brûler énormément de calories. Totalement. C'est une composante sous-estimée, à mon sens, de la dépense énergétique. Et d'ailleurs, cette composante, il y a une grosse variabilité interindividuelle, donc dans justement la variation de cette composante lors d'un déficit énergétique, mais c'est une composante qui peut varier de façon relativement importante. Et en fait, dont on ne se rend pas compte parce que c'est inconscient. Hormis si tu suis ton nombre de pas, ça c'est ok. Une des composantes de cette dépense énergétique spontanée, mais effectivement le fait de bouger dans tous les sens, de gesticuler, c'est vraiment la composante inconsciente qui peut varier de plusieurs centaines de calories selon la personne au cours d'un processus de perte de poids. Donc ça aussi c'est important à prendre en compte. Ouais, on est sur des clichés, mais bon, ça permet un petit peu d'illustrer la personne toute mince qui gesticule dans tous les sens, etc. On connaît tous un exemple comme ça. Ouais. Et c'est vrai que cette personne-là, elle brûle des calories. Du coup, toi, tu essaies d'augmenter un peu le nombre de pas, de dire aux personnes que tu suis comme ça de bouger plus au quotidien ? Alors, encore une fois, ça va dépendre. Oups. Mais oui, mais de manière générale, je pense que c'est important d'éveiller la conscience de la personne qu'effectivement, il y a l'alimentation, mais qu'en termes de gestion du poids,
l'activité physique a vraiment un rôle important à jouer. De manière générale. Donc je pense que c'est important d'en parler et ensuite effectivement d'adapter selon ce qui est réaliste pour l'individu, selon ce qu'elle est prête à mettre en place aussi, et mettre en place sur le court terme ou dans une dynamique justement de changement d'habitude, parce que c'est pas forcément la même chose. On peut se dire sur le court terme, je suis prête à faire X interventions, essayer de faire du tapis de course ou que sais-je pendant 20 minutes tous les matins, peu importe de quoi il s'agit. Je suis prête à faire cela, c'est ok, j'arrive à bien l'appréhender mentalement, etc. Mais je me dis que c'est une intervention de court terme pour m'aider par rapport à la perte de poids. Et j'ai pas pour intention de le continuer a posteriori. Après, il faut prendre en compte qu'effectivement, c'est une activité physique, une dépense qui a été ajoutée, qui ne sera plus là. Donc il faut aussi prendre en compte cette composante-là. Et je pense que c'est hyper important d'éveiller la conscience aussi de la personne par rapport à justement la maintenance énergétique. Et ce qui est productif donc pour perdre du poids pourrait aussi l'être pour sa phase de maintenance énergétique. Et on revient à ce que tu disais au début par rapport au scénario de « hop, je reprends mes anciennes habitudes ». En fait, et cette croyance que, du moins, je ne sais pas si... Je me demande si on peut vraiment croire cela, ou du moins si on n'a pas envie d'espérer que ce soit le cas. Qu'on se voile un peu la face. Voilà, qu'on se voile un peu la face quant au fait que si maintenant je reprends mes anciennes habitudes et je maintiendrai le poids perdu. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe, parce que effectivement, ces habitudes sont probablement ce qui, en partie du moins, a contribué à mener à cette surcharge pondérale dans le temps. Donc, bien sûr. Le travail sur les habitudes, ça, c'est un des gros axes, en tout cas dans le contexte d'une perte de poids, vraiment dans une dynamique d'amélioration de la santé, entre guillemets, où il y a quand même une forte surcharge, est primordial, en fait. Ouais, instaurer de nouvelles habitudes de vie. C'est ça. Essayer peut-être d'enlever les anciennes qui n'étaient pas forcément très vertueuses, essayer d'en instaurer de nouvelles. Moi, ça, je suppose que quand tu arrives quand tu as un coaché qui change durablement là-dessus, c'est gagné, parce qu'après, une fois que c'est ancré, ça devient une habitude, un automatisme. On en a parlé ce matin, la discipline permet quand même au bout d'un moment d'avoir certains résultats dans le temps, ça c'est sûr. Il y a un gros problème aussi pour ceux qui veulent perdre du poids, c'est la notion de faim. Là aussi encore on lit plein de choses. Il faudrait sortir des repas en ayant faim, il faudrait accepter cette faim. Est-ce qu'on doit modifier ses repas pour justement ne plus avoir cette faim, avoir mangé suffisamment d'aliments qui étaient assez volumineux mais assez faibles en calories pour essayer d'avoir l'estomac plein avec peu de calories et donc pas de faim. Voilà, comment est-ce que tu nous conseilles de gérer ça et quels conseils toi tu donnes là-dessus? Alors je pense que la sensation de faim est une sensation qui est typiquement crainte. Je pense qu'on a tous des raisons différentes, et dans le cadre peut-être de quelqu'un qui cherche à perdre du poids, peut-être qu'elle va en partie se baser probablement sur des expériences précédentes liées à la sensation de faim pendant un régime, entre guillemets, et que c'était pas un bon souvenir. Donc elle n'a pas forcément envie de répliquer ça. Maintenant, peut-être que la façon dont effectivement elle gérait sa faim au cours de son régime n'était pas très appropriée, pas très pertinente finalement pour elle. La problématique, à mon sens, de l'idée qu'il faudrait absolument éviter la sensation de faim, ça vient finalement donner cette impression que la sensation de faim n'est pas normale. Alors qu'en fait, la sensation de faim, elle est là pour nous indiquer quelque chose. Comme on l'a vu tout à l'heure, on part tous avec des niveaux différents de faim. Il y a certaines personnes qui auront un appétit en relatif plus important que d'autres. Donc on a tous une sensation de faim à la baseline qui est différente. Et lors de la mise en place d'un déficit énergétique, on va tous réagir différemment aussi par rapport à cette sensation de faim. Que ce soit dans le temps ou que ce soit par rapport à une certaine ampleur, justement, un certain pourcentage de déficit énergétique par rapport à ta maintenance. Mais cette sensation de faim, au cours d'un déficit énergétique, il est normal qu'elle augmente. Il est normal qu'elle augmente de par des adaptations physiologiques, notamment hormonales, qui se produisent en fait, et qui servent un petit peu de signal d'alerte pour dire « Ouh là là, je comprends pas ce que tu fais, là t'es en train, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas ». En fait, c'est un petit peu comme un mécanisme de survie, entre guillemets, mais qui n'est pas à craindre, qui est normal, qui
est là pour nous alerter qu'il y a un changement qui se produit et qu'en fait le corps il va essayer de lutter contre ce changement. Parce qu'il faut bien comprendre que notre corps, lui, tout ce qu'il veut, c'est emmagasiner des réserves. C'est ça. Il veut avoir le plus de graisse possible parce que pour lui, on vit encore dans cet environnement à l'extérieur, dangereux, où une famine est quelque chose de potentiellement qui peut arriver. C'est ça. Et donc, lui, il veut se protéger au maximum. Et donc, à partir du moment où on commence à moins manger, que peut-être on va utiliser un petit peu ces graisses-là et qu'elles vont fondre, pour lui, on se rapproche de quelque chose qui est potentiellement dangereux. Parce que si, effectivement, on n'a plus à manger... on était plus protégé quand on avait plus de graisse que quand on a moins de graisse. Et donc, en ce sens, en fait, la sensation de faim physique, elle peut servir de signal et même d'indicateur pour nous indiquer, au contraire, qu'on est sur la bonne voie, en fait. Que justement, il y a une sensation de faim un petit peu plus importante que d'habitude. Justement, dans le contexte où je ne compterai pas les calories, ça peut me servir d'indicateur indirectement que... finalement, je suis sur une voie positive dans mon déficit énergétique. Maintenant, en fait, ce qu'on veut, du coup, c'est, à mon sens, pas éradiquer cette sensation de faim, parce que cela, c'est probablement irréaliste, mais c'est la mitiger, en fait, l'amoindrir pour mieux vivre avec. En fait, mieux vivre avec et trouver un petit peu ce niveau qui est tolérable pour nous. Et ce sera subjectif, ce sera propre à l'individu. Il y a certaines personnes qui auront la sensation de faim qui va vraiment augmenter de façon assez rapide pour un relativement faible pourcentage de déficit énergétique, d'autres pour qui ce sera pas le cas. Donc on réagit vraiment tous différemment, mais on pourrait se dire qu'il est normal en fait de s'attendre à ce que le degré de faim augmente au fur et à mesure d'un déficit énergétique. Alors est-ce que c'est dû au déficit énergétique en tant que tel? Est-ce que c'est dû au fait qu'on perde du tissu adipeux et que la leptine, en l'occurrence, une hormone qui a un rôle important dans la régulation de la faim, est sécrétée par le tissu adipeux. Bon, les deux paramètres sont un petit peu liés. Quoi qu'il en soit, c'est une conséquence normale et réversible, du coup, d'un déficit énergétique. Et je pense que c'est important aussi d'expliquer cela, en l'occurrence, quand on est praticien, à la personne, de lui expliquer à quoi elle pourrait s'attendre et qu'en fait, ça fait partie du processus. Donc vraiment, déjà, avant de parler d'intervention pratique au niveau de sa nutrition, au niveau potentiellement de sa dépense énergétique, de dédramatiser la notion de sensation de faim et d'apprendre à mieux vivre avec, en fait, dans une certaine mesure, dans ce qui est tolérable pour l'individu. Donc toi, tu prépares les gens que tu suis en leur disant qu'ils risquent de ressentir de la faim ? Oui, de manière générale, oui. Et encore une fois, en fait, c'est la perception que tu cherches à modifier. Parce que si je comprends bien, on revient à la façon dont on réagit après avoir mangé le paquet de gâteaux. Là, en fait, tu dis, la faim, c'est pas quelque chose de négatif. Justement, vous voulez perdre du poids. Si on arrive à avoir ce sentiment de faim, ça veut dire que vous êtes en déficit calorique, donc que vous êtes sur le chemin de la perte de poids que vous cherchez à réaliser. Donc, il faut essayer toujours de changer cette perception et de pas rester sur les idées initiales qu'on avait, qui sont souvent liées à notre histoire, parce que effectivement, si on a essayé de faire un régime plus tôt, ça s'est mal passé, qu'à chaque fois qu'on avait cette faim, c'était dur, etc. Donc, voilà, essayer de recontextualiser, de redéfinir un petit peu tout ça, et de redéfinir les sensations et de bien comprendre à quoi elles correspondent. C'est vrai que c'est important. Totalement. Et d'ailleurs, tu vois, par rapport au simple, entre guillemets, fait d'initier justement le processus de perte de poids, il y a typiquement, du moins dans mon expérience, beaucoup d'appréhension, parfois par rapport à ça, notamment de par des expériences passées peu productives. Et en fait, je pense qu'on a cette conception, cette idée que la perte de poids, si tu veux perdre du poids, tu vas devoir souffrir le martyre, en fait. Et effectivement, du coup, c'est pas très attrayant. Quand tu as envie de perdre du poids et que tu t'imagines que tu vas forcément devoir souffrir et vraiment en pâtir, tu y réfléchis peut-être à 2 fois. Et en fait, je trouve que c'est dommage parce que, de un, peut-être que ça peut ne pas t'aider justement à sauter un certain pas, mais aussi ça découle finalement donc de ces expériences passées relativement peu productives et donc finalement de ce qui est présenté de manière générale en termes de perte de poids et des approches qui ne sont pas individualisées en fait et qui ont le mérite d'exister, qui ont le mérite de peut-être faire perdre du poids à la personne sur le court terme pendant un certain temps, l'aider par rapport à ça, mais qui n'ont pas cette composante éducative, qui ne prennent
pas en compte la notion de relation à l'alimentation, qui peuvent donner cette impression de fausseté si tu ne suis pas le plan en tant que tel, qui sont vraiment basés sur des interdictions catégoriques, et en fait qui manquent vraiment de toute cette dimension éducative, de toute cette dimension individualisation, qui en fait est primordiale dans le cadre d'un réel changement en fait productif pour l'individu sur la durée. Et donc ouais, cette notion même de perte de poids, de régime en fait, et c'est pour ça que j'ai parfois du mal avec le terme régime, c'est qu'il est vraiment connoté négativement, quand bien même à la base un régime c'est une façon de s'alimenter. Maintenant le terme régime est souvent utilisé dans la dynamique de perte de poids et de façon relativement négative. C'est pas forcément une perte de poids. C'est ça. Mais aujourd'hui c'est vrai que quand tu parles de faire le régime, d'un régime... On sait tout de suite que ça veut dire perdre du poids. On sait que ça veut dire perdre du poids et je pense qu'on a cette connotation de « Ah, ça va être une souffrance en fait ». Et c'est pas pour dire qu'encore une fois, un déficit calorique est forcément évident, que ça va être hyper facile. Il y aura probablement un certain degré de difficulté, mais qui devrait rester réaliste, adapté à l'individu, à ce qu'il est capable d'encaisser à une certaine période. Et que le déficit énergétique aussi, par exemple dans le cadre d'un suivi, dans le cadre d'un processus de perte de poids plus globalement, pourrait varier selon la semaine, selon la période. Si on part sur un déficit, admettons, pendant 6 mois ou 1 an, la personne, elle n'aura pas forcément la même ampleur de déficit tous les mois, toutes les semaines. Donc aussi adapter justement selon toi, ta situation de vie, etc. pour que justement celui-ci s'intègre le plus possible Ça c'est hyper important comme notion, c'est une notion qu'on n'entend pas beaucoup, à dire que peut-être une semaine où tout va bien, etc., ou relativement calme au niveau travail, et où la personne pourra gérer un certain nombre de repas, peut-être faire un déficit plus agressif, et au contraire, une semaine où il y a du stress, des échéances au travail, etc., on va peut-être pas venir rajouter une tension supplémentaire en remettant un peu plus de calories pour que la personne se sente un peu mieux, et comme ça, c'est modulable. Mais encore une fois, je pense que là, ce qu'on comprend bien, c'est l'importance de se faire accompagner, parce que gérer ça tout seul, ça reste un métier et c'est très compliqué. Pour finir, je te propose qu'on finisse avec deux questions qu'on pose à tous nos invités. La première, si tu devais donner qu'un seul conseil à tous tes coachés pour améliorer leur santé, ce serait lequel ? Ça, c'est une vaste question. Je pense que ce serait probablement, et c'est pas forcément, je pense, un conseil qui sera matérialisable dans le sens où pas tout le monde ne voudra justement l'être, mais je pense que ce qui pourrait être bénéfique pour beaucoup serait l'aspect curiosité, notamment justement dans cette dynamique d'apprentissage. En fait, apprendre à être curieux, se questionner, ça peut être super pertinent à mon sens, justement. Et d'ailleurs, je remarque de façon anecdotique que les personnes qui ont cette curiosité viennent me poser des questions, n'hésitent pas à venir échanger de façon spontanée, en fait, tendent justement à avoir les meilleurs résultats, entre guillemets, selon ce qu'on mesure. Les résultats qu'ils veulent, mais la curiosité, ça reste le premier pas quand même. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, si on se questionne, si on se pose des questions, on va avoir des réponses. Il y en a qui vont nous plaire, il y en a qui vont pas nous plaire, mais il va y avoir un cheminement interne. Et au bout d'un moment, on va se demander si par rapport à telle question qu'on s'est posée, on peut pas mettre cette chose-là en place. Et moi, je suis tout à fait d'accord. C'est la première fois qu'on nous dit ça, mais effectivement, cette curiosité, elle apporte de la connaissance. À partir du moment où on a de la connaissance, on est indépendant et on peut mettre des choses en place. Donc la curiosité et l'expérimentation, tout à fait d'accord. Et de manière plus générale, peut-être le suivi de données, justement le tracking de certaines données. Ah, on revient au tracking. Voilà, on revient au tracking. Mais en fait, le suivi, quelles que soient ces données, du moins si ces données sont pertinentes justement par rapport à ce qu'on recherche, par rapport à l'objectif, le fait de noter, alors certaines personnes ce sera sur papier, d'autres sur écran de nos jours, de manière anecdotique. Il me semble que dans la littérature, justement, il y a une supériorité par rapport au fait de noter de façon manuscrite. Mais bon, voilà. En tout cas, le fait de suivre certaines données appropriées par rapport à ce qu'on recherche, c'est hyper important, en fait, parce que si on ne suit pas, comment est-ce qu'on peut justement faire des liens entre les différents éléments? Comment est-ce qu'on peut finalement savoir comment adapter, comment ajuster ce que l'on a mis en place par le passé? Et même en termes, je trouve, d'estime de soi, ça peut être super intéressant quand la progression va dans la direction voulue, dans le sens où quand tu compares, par exemple, semaine 1, dans le cadre d'un suivi, à semaine 4, semaine 5, semaine 8, voir justement les différents axes d'évolution,
que ce soit dans, par exemple, la vision tout ou rien, mentalité foutu pour foutu, où certaines personnes vont noter un petit peu après leur repas comment elles se sont senties, comment elles ont réagi, et qu'on voit que pour le même repas, le même Burger King par exemple, en semaine 1 versus en semaine 8, il n'y aura pas du tout eu le même commentaire associé à côté. Et ça, c'est aussi une forme d'évolution que je trouve super intéressante, où après, voilà, en termes de poids, en termes de mensuration, en termes de... selon les métriques mesurées, dans le cadre de l'entraînement, de charge à porter, etc. Mais donc le tracking de données pour justement pouvoir ajuster. Ouais, on a bien compris, essayer de se questionner, de comprendre un petit peu les mécanismes du corps, etc. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est fondamental. On ne peut pas arriver à un résultat lié à un objectif si on ne comprend rien de ce qu'on met en place et simplement en appliquant une méthode qu'on nous donne. Ça, je pense que c'est voué à l'échec, ou en tout cas, s'il y a une réussite, il y aura une récidive derrière. Ça me paraît assez évident. Deuxième question, toi, qu'est-ce que tu as mis en place récemment dans ta vie pour améliorer ta santé ? Moi, ces derniers temps, j'ai pas mal travaillé sur mon sommeil. Mon sommeil. J'ai recommencé à traquer mon sommeil. Okay. Donc, j'ai recommencé à suivre mon sommeil. Et j'ai notamment travaillé sur le pourquoi c'était important pour moi et qu'est-ce que je pensais que ça allait m'apporter. Donc, personnellement, c'est essentiellement par rapport à mes entraînements au niveau du sport. J'ai constaté que pour moi, j'ai pas du tout de difficulté, j'ai de la chance, si on peut dire, par rapport à ça en termes d'endormissement. Donc, si je suis fatiguée, pas fatiguée, caféine, pas caféine, je m'endors super facilement n'importe où. Donc, c'est plutôt chouette. Mais alors, du coup, moi, ma qualité de sommeil, je l'évalue surtout en termes de durée. Donc, voilà, ça c'est moi l'indicateur que j'utilise. Et en fait, ces derniers temps, c'était 4 heures, 5 heures, en moyenne, pendant plusieurs mois. Et en tant que tel, au quotidien, j'ai vraiment pas de soucis par rapport à ça. Par contre, dans mes entraînements sportifs, je sentais que c'était pas... Il y avait une baisse de performance. Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'aspect où je constate depuis plusieurs années que quand je dors moins bien, donc notamment en termes de durée, ça en pâtit. Et en fait, pour moi, c'est hyper important de... Et qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place, du coup, quelque chose assez simple, assez pertinent, pour améliorer ta quantité de sommeil? Je me suis fixé un horaire. C'est tout bête, mais c'est la première chose que j'ai faite et j'ai essayé de m'y tenir et pour le moment, je m'y tiens. Sachant que si je m'y tiens pas, je ne rentre pas dans cette mentalité foutu pour foutu, justement. Tu fais pas nuit blanche. Voilà, je fais pas nuit blanche. C'est marrant parce que ça paraît stupide en fait. Mais du coup, c'est vraiment dans l'alimentation, on va voir ça. Alors que là, on a pris un exemple sur le sommeil, ça paraît stupide. Mais c'est comme, si, par exemple, je prends des céréales, que je fais tomber quelques céréales par terre, je vais pas faire tomber tout le paquet par terre. Donc, quand on contextualise, quand on prend d'autres exemples, on peut se dire mais en fait c'est complètement tordu, ça c'est incohérent. Et oui, c'est incohérent, c'est un schéma mental, une distorsion cognitive en fait. Donc c'est assez intéressant, je trouve, quand bien même la comparaison, on peut se demander si elle est réellement pertinente ou non. Je trouve que c'est intéressant de quand même la poser pour se rendre compte d'effectivement l'incohérence de prime abord. On finira là-dessus. Si vous vous endormez tard, allez quand même vous coucher. C'est important, ça vous permettra quand même d'être plus en forme le lendemain. C'est ça. Pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur toi, Mathilde, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram essentiellement, donc sous le pseudo à l'heure actuelle MathiCoach. Ça change ? Bon, je pense pas qu'il va changer de sitôt, mais bon, sait-on jamais. Mais MathiCoach, mon site internet du coup MathiCoaching. J'ai une page Facebook qui est aussi MathiCoach, voilà, qui a virtuellement le même contenu que sur Instagram. J'ai une formation aussi sur la flexibilité alimentaire qui s'appelle les fondamentaux de la flexibilité. Tout est en référence sur mon compte Instagram, sur mon site. Puis après, j'ai un podcast qui est en train d'hiberner. Mais bon, on verra si on le reprend ou non dans les mois à venir. Voilà. Ouais, faut aller voir ton compte Insta. C'est Il est tout en nuances, comme on a vu dans cet épisode. Moi, je trouve que ça fait du bien. Ça fait sûrement moins de likes, malheureusement, mais ça fait du bien d'avoir un avis qui est pas tranché, mais qui est plus raisonné et qui est plus juste. Donc moi, j'incite tout le monde vraiment à aller voir ta page Insta. Nous, c'est ce qui nous a motivés à faire cette vidéo. Donc merci beaucoup et à très vite. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir.
Stop! Avant de partir, est-ce que vous êtes intéressé à pousser un peu plus loin vos connaissances sur la perte de poids après 50 ans? On vous a préparé une vidéo qui fait la synthèse sur comment perdre du poids après 50 ans. On a passé 4 mois à l'écrire et à recueillir les informations pour faire ce petit bijou. Cliquez juste ici pour la regarder. À tout de suite!